formule acceptable, tolérable. Les crimes que le communiste d'État a engendrés lui, évidemment, et depuis beaucoup de temps, tourner le dos. Donc, la grande question, c'est de quoi disposons-nous. Et dans le livre, ce que nous essayons de montrer, c'est que se dégage aujourd'hui, alors de façon timide, partielle, éphémère, évanescente, se dégage aujourd'hui des formes nouvelles de pensée et des formes de vie nouvelles, alternatives, des manières de faire, des manières de produire, qui apparaissent évidemment à certains égards comme des échos d'expériences historiques du passé. Alors, rien de particulièrement d'originalité absolue. Je ne sais pas du tout penser qu'il y a là une émergence d'un tout nouveau. Mais néanmoins, les choses semblent se dire de façon nouvelle. Se dire et se vivre de façon nouvelle. Et elles se disent et se vivent de façon nouvelle sous un lexique curieux que nous avons voulu explorer. Et ce lexique curieux, c'est celui des communs, du commun. La formule a un succès considérable. Tout le monde aujourd'hui, je veux dire, se réclame du commun, mais en même temps dans la plus grande confusion possible, dans la polysémie maximale. Et ça nous fait penser, enfin moi ça me fait penser à des périodes justement où émergent des choses un peu nouvelles et dans la plus grande confusion, ou en tout cas dans le fait qu'un certain nombre de termes sont en quelque sorte comme des écrans où chacun projette des rêves, des utopies, du désir. Aujourd'hui, le désir d'une autre forme de vie, d'une autre société, ce désir prend le nom de commun. Donc c'est cela que nous avons voulu explorer. Nous ne sommes absolument pas, préciser, absolument pas des auteurs du commun, des inventeurs de quoi que ce soit. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de suivre la maxime, l'éthique intellectuelle qui était celle et de Foucault et de Bourdieu, et nous situons là-bas assez haut comme modèle, qui expliquait, enfin Foucault expliquait, et ça a été repris par Bourdieu ensuite, expliquait que les concepts viennent des luttes et doivent y retourner précisément par le travail d'élaboration des intellectuels. Les concepts viennent des luttes. C'est-à-dire que le commun, ou les communs, on va préciser un petit peu de quoi il s'agit, sont des termes, des catégories, des références issues à la fois des luttes et des expériences nouvelles qui se veulent en rupture avec le mode de faire capitaliste dominant. Je vous ferai également le mode de faire politique dominant. Donc, il a fallu, avant de, je dirais tout à l'heure, ce que nous entendons par commun, mais notre travail donc a été un travail un peu d'écoute, d'exploration, de se demandant qui parle de commun et comment on en parle et qu'est-ce qu'on entend par là. Dans les mouvements écologistes et les mouvements altermondialistes des années 90, un peu partout dans le monde, émerge une référence extrêmement étonnante au commun, et plus précisément, surtout aux États-Unis, au Canada, en Australie, aux commons. C'est bien aux commons en anglais. C'est très important, le problème de traduction est extrêmement important ici, aux commons. Un certain nombre de formules, mais qui reviennent. Naomi Klein, dans un article important de la New Left Review, rappelle que dans les mouvements, depuis 1999 à Seattle, etc., ce qui émerge, c'est le mot d'ordre « Reclaim our commons ». À la fois défendons, réclamons, exigeons nos communs, protégeons nos communs, et que cette expression fait lien. Elle a une fonction unifiante, coordinatrice. C'est-à-dire que derrière cette idée de commons, beaucoup de choses peuvent s'y inscrire. Alors, nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est de regarder comment ce mot commons a été passé dans les
langue et d'où ils venaient. Et nous nous sommes rendus compte d'abord que dans nos langues latines, il y avait un gros problème de traduction, c'est que commons avait été traduit très souvent par bien commun, et reste souvent traduit par bien commun. Ce qui est source, on le verra, d'une confusion très importante. Bien commun, beni comuni en italien, les mouvements écologistes, altermondialistes se sont mis à parler de plus en plus de biens communs. Biens communs locaux, biens communs naturels, biens communs culturels, biens communs mondiaux. L'expression fait florès donc dans les années 90 et se répand aux années 2000. Alors, finalement, de quoi est-il question là-dedans? Ce dont il est question, en fait, c'est une réalité que chacun a pu faire l'expérience. Par commons, on entend ce qu'en français, alors selon les patois, ça diffère. Ça peut s'appeler les couleuvres ou d'autres. Non, mais ce sont les communaux. C'est-à-dire tous les modes d'utilisation par une collectivité de ressources naturelles, alors parfois régies par des droits de propriété, mais faisant prévaloir, y compris sur les droits de propriété, des droits d'usage collectif, renvoyant à des pratiques coutumières qui vont du ramassage du bois mort, du ramassage des champignons, de la pêche, du pâturage, etc. C'est-à-dire, finalement, ça nous renvoie à la façon dont les collectivités rurales et agricoles ont vécu un peu partout dans le monde, en pratiquant des formes de solidarité, des formes d'échange, de dons, de contre-dons, des formes de gestion collective de ressources sans lesquelles la collectivité ne pourrait pas vivre. Commons, ça veut dire ça, c'est-à-dire des ressources naturelles régies par des pratiques coutumières. Et donc, vous voyez que c'était un petit peu étonnant de retrouver ça dans des mouvements de résistance au néolibéralisme. Alors, ça veut dire quelque chose déjà de très important. C'est que l'opposition, la résistance dont je parlais tout à l'heure, au néolibéralisme, a produit une interprétation du néolibéralisme très précise, très particulière, comme mouvement d'appropriation, de déprédation et de destruction des ressources collectives. Mais quand on parle de commons, on parle d'abord avant tout d'un mouvement d'appropriation illégitime et dangereuse. Et là, nous sommes renvoyés évidemment au cœur des problèmes de droit. Parce que là, la question évidemment qui est posée au travers des commons, c'est le partage entre les droits de propriété et les droits d'usage. Question absolument décisive. Et ce qui est plus important encore, si on tire le fil de cette expression qui vient des luttes, on retrouve évidemment quelque chose que les mouvements eux-mêmes ont énoncé, à savoir que le néolibéralisme correspondait à un mouvement d'enclosure, fermeture des ressources naturelles, d'interdiction d'accès, d'interdiction d'usage collectif. Les enclosures renvoient évidemment à toute cette histoire depuis la fin du Moyen-Âge, toute l'histoire de la propriété, Marx appelait la propriété, et Proudhon appelait la propriété bourgeoise, propriété absolue, exclusive, interdisant la jouissance de la ressource à autrui. Donc on retrouve très précisément toute l'histoire du capitalisme. Et donc ce que disent au fond ces mouvements, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que le capitalisme est en train donc de radicaliser son mouvement historique, sa trajectoire historique, radicaliser, d'approfondir, de l'étendre à des ressources nouvelles. Les terres, partout, l'eau, les gisements divers et variés de richesses minières, mais aussi le vivant, les gènes, les connaissances. C'est-à-dire que dans le mouvement et dans la
référence aux commons, vous avez aussi une dimension très intéressante d'extension de la problématique des communs à des domaines nouveaux correspondant précisément à ce que le capitalisme est en train de faire, c'est-à-dire à étendre son champ d'appropriation, d'exploitation en vue d'une accumulation du capital élargi. Gros, ce à quoi nous avons affaire, c'est un nouveau mouvement très, très, très fort, très puissant de dépossession des sociétés de ce qu'elles ont encore en commun, si je puis dire, en termes de ressources naturelles, mais aussi en termes de nouvelles ressources, de ressources cognitives, de ressources informationnelles, de ressources de connaissances. Et donc, ce que cette référence aux commons, au commun, a permis de faire, c'est évidemment de donner un mot, un nom, un concept à des luttes très différentes qui sont à la fois dans des sociétés qui résistent à l'appropriation des multinationales, en Inde par exemple, ou en Bolivie, ou dans d'autres pays. Donc des luttes de protection par exemple de l'eau, contre la privatisation de l'eau par des multinationales, la lutte de Cochabamba par exemple, mais aussi des luttes protégeant justement les semences ou les plantes traditionnelles faisant l'objet d'usages donc coutumiers, en Inde par exemple, mais aussi, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, ce terme de commons a été désigné les pratiques collectives nouvelles permises par les nouveaux outils technologiques. C'est-à-dire qu'en fait se retrouvent dans cette enveloppe, si je puis dire, des gens qui n'appartiennent absolument pas aux mêmes mondes sociaux, absolument pas aux mêmes univers technologiques, absolument pas du tout, même pas forcément les mêmes références culturelles, n'habitent pas les mêmes pays. Et vous voyez l'importance que ça peut avoir aujourd'hui de pouvoir réunifier les luttes dans une conception, dans une forme lexicale, dans un schème conceptuel, comme ça. C'est ça qui nous a intéressés, premier chef, dans ce mouvement. Nous avons, examinant de près l'affaire, nous avons aussi repéré que s'investissaient dans ce mouvement des intellectuels, des juristes, des économistes, des politistes, qui construisaient une théorie des communs. Donc ce n'était pas seulement une référence historique lointaine, je veux dire une référence dont tout mouvement social a besoin. Toute l'histoire des mouvements sociaux est faite de ces rappels du passé. Il y avait plus dans ce mouvement des communs, il y a un mouvement d'élaboration théorique qui mobilise des gens extrêmement différents et qui ont je dirais, tête de fil, je ne sais pas comment dire, une personne qui a en quelque sorte concentré l'attention, servi de point d'appui très très solide, c'est Elinor Ostrom. Ostrom, O-S-T-R-O-M, Elinor, qui est décédée depuis quelques années, qui a été, je dirais, une pionnière dans l'étude académique, scientifique, des communs, c'est-à-dire au sens que je définissais tout à l'heure, c'est-à-dire de gestion collective de ressources naturelles, qui a eu donc le prix dit Nobel pour cela, pour ses travaux, et qui, à partir des années 90, donc, a produit les études empiriques et en même temps décrit la façon dont fonctionnaient ces communs, définis par elle comme des systèmes institutionnels de gouvernement des ressources naturelles. Donc Elinor Ostrom, si vous voulez, elle a donné en quelque sorte les fondements théoriques à ce mouvement, en même temps qu'elle a eu un rôle tout à fait considérable aux États-Unis, et dans tous les pays de langue anglaise, et puis au-delà, bientôt dans les années 2000, dans le monde entier.
à étendre son analyse des communs aux nouveaux communs de la connaissance. Et dans la dernière partie, l'ultime partie des dernières années de son œuvre, où elle a élaboré son œuvre, étendant son analyse aux communs mondiaux, et en particulier au climat. Je dis ça parce que, pour simplement montrer le potentiel théorique qui se trouve dans cette théorie des communs. La capacité, précisément, d'englober dans les tous sens du monde, d'avoir une vision globale des choses, au sens du globe mondial, et en même temps d'englober en parvenant à relier précisément des pratiques et des institutions que nous ne sommes pas habitués dans nos schémas mentaux à penser ensemble. Voilà ce qu'elle. Et cela nous renvoie à un certain nombre de caractéristiques des commons. C'est évidemment le commun, si je puis dire, la prévalence du commun dans la production et dans la répartition. Et une dimension extrêmement importante de toutes ces pratiques, à des degrés divers, qui est l'inappropriabilité, moins d'une partie des ressources, ou en tout cas une exigence de faire passer les droits d'usage et de les penser dans le temps sur des droits d'appropriation des biens. Et deuxièmement, à côté de cette sorte de droit de l'inappropriabilité, si je puis dire, cette prévalence de l'inappropriabilité, il y a une exigence pratique qui est le gouvernement en commun de ces ressources, c'est-à-dire l'établissement en commun des règles d'usage. Et cette double dimension des communs, droit d'usage d'un côté, organisation démocratique de l'autre, encore une fois à des degrés divers et sans idéaliser, permettent de penser un principe du commun, un principe politique du commun. C'est-à-dire que ceux qu'ont, si je puis dire, mes jeux de mots, ont en commun finalement l'ensemble de ces pratiques et institutions, ce qu'elles ont en commun, c'est précisément un principe du commun, un principe politique qui est justement un principe de démocratie dans la définition des droits d'usage, dans la gestion, dans le gouvernement finalement des institutions faisant prévaloir le droit d'usage. Et c'est en même temps des choses que l'on va retrouver en dehors des pratiques, des institutions, disons, économiques ou socio-économiques dont je vous parle depuis un instant, quelque chose qu'on va retrouver aussi dans un certain nombre de mouvements sociaux qui donc se déclenchent dans les années 2000 et surtout en fait après 2010, des choses qu'on va retrouver en Grèce, qu'on va retrouver en Espagne, à Puerta del Sol, le mouvement du 15 mai des Indignados. C'est quelque chose qu'on va trouver dans le mouvement Occupy, qu'on va retrouver sur la place Taksim, en Turquie, c'est-à-dire en quelques années, à partir de 2010 en gros jusqu'à 2014, tous ces mouvements qui font le tour de la planète, de façon absolument étrange. Il y a cette espèce de cycle de mouvements d'occupation des places de partout. Alors, je réclame évidemment que les dictateurs s'en aillent, mais mettent en place des modes d'organisation qui renvoient également à la question du commun. Une autre démocratie, une démocratie réelle, que l'on fait vivre immédiatement. On n'attend pas pour plus tard, on essaie de la mettre en œuvre. On l'expérimente sur place. Des références également qui sont extrêmement intéressantes, références à des expériences du passé qui renvoient aussi au commun. Les Turcs qui occupent la place Taksim intitulent leur mouvement et en même temps leur installation Commune de Taksim, faisant
référence explicitement à la Commune de Paris. Et en même temps, le lexique des communs, qui est devenu mondial, évidemment, pénètre tous ces mouvements. Donc on a en fait plusieurs choses, vous voyez, il y a plusieurs faisceaux qui conduisent à cette émergence, nous appelons l'émergence du commun, comme figure encore trouble dans les mouvements encore brouillés, mélangés, hybridés de plein de choses, mais émerge donc cette figure nouvelle, renouvelée, une autre rationalité, quelque chose qui dessine un autre avenir, et dans lequel les désirs, des désirs puissants, s'investissent à travers la langue elle-même qui est parlée dans ces mouvements. Alors, ce que ça m'évoque, moi, parce que je suis beaucoup intéressé au socialisme, à l'histoire du socialisme, ce que ça m'évoque, moi, c'est justement ce qui se passe entre 1820 et 1848, si vous voulez, un peu après. Moi, ce que ça m'évoque, c'est ce qui s'est produit avec le terme d'association. Entre 1820 et 1850, on ne parle que d'association. Chaque courant y met ce qu'il veut. Il y a les praticiens, il y a les théoriciens, il y a les utopistes, justement, ceux qu'on a appelés les utopistes, avec parfois beaucoup de mépris, tous ceux qui essaient d'inventer une autre société que celle qu'ils ont sous les yeux et qu'ils subissent. Ils ont pris ce terme, cet emblème, ce drapeau de l'association. Or aujourd'hui, ce que l'on constate, on peut observer, c'est que le drapeau, aujourd'hui l'emblème, le signifiant, psychanalyste ou les linguistes, c'est celui de commun. Et c'est pourquoi tout le monde en parle. Et si tout le monde en parle, je veux dire le Parti socialiste, le Parti communiste, le Front de gauche, je veux dire, vous ne pouvez pas aujourd'hui regarder l'intitulé d'un tract ou d'une proposition politique sans vous rendre compte que le mot commun y est. En Espagne, nous avons avec Pierre, en Espagne il y a un mois et demi, on ne parle que de ça. La liste qui a gagné à Barcelone, avec Ada Colau à sa tête, s'appelle Barcelone en commun. Et donc, si on peut avoir deux attitudes, on peut dire rien de plus commun que ce mot commun, justement. Donc, finalement, il y a quelque chose de l'insignifiance contemporaine ou postmoderne, si je puis dire. Ça peut être, on peut traiter le terme par le mépris, d'une certaine façon. On peut le prendre au sérieux comme ayant un sens fort. C'est-à-dire le sens d'un concept politique qu'il faut élaborer, travailler, dont il faut garder un petit peu tous ses contours, le prendre un peu comme un objet, ce que nous avons essayé de faire, en faisant en même temps, et là je vous épargnerai parce que j'ai déjà parlé assez longtemps, en faisant l'histoire. Parce que ce qui est quand même assez singulier, c'est que dans toute une partie du livre, donc, nous nous intéressons à l'histoire du commun, qui a quand même donné des termes importants, comme communisme. Et en fait, nous sommes rendus compte qu'il y avait assez peu de choses sur le commun en tant que tel. Sur le pourquoi les communistes s'appellent communistes. Qui, quoi, pourquoi un certain nombre de gens s'appellent communistes. Quand des gens se sont-ils commencé à s'appeler communistes? Communistes, des gens s'appelant communistes qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les communistes d'aujourd'hui, ni même de ceux de 1950. C'est-à-dire comment, à la fin du XVIIIe siècle, les gens s'appellent communistes. Mais ils s'appellent communistes, les premiers à utiliser ces termes, ils s'appellent communistes précisément parce que ce sont des usagers des communs. Ce sont des usagers des communaux. C'est-à-dire que à l'origine même du terme, et Grandjean, un historien justement du terme
renvoie à un droit coutumier, mais évidemment que c'était extrêmement important à l'époque pour délimiter les terrains, des communistes, ce sont des praticiens des communs, des usagers des communs. Alors évidemment, avec Restif de la Bretonne, avec d'autres, l'expression a pris un autre sens, un sens politique. Il y a une autre tradition, mais je vais vite. Évidemment, les premiers communistes, c'est le cas aussi un peu des Saint-Simoniens de toute cette époque-là, renvoient le mot communisme à la communauté, bien sûr. À la communauté de quoi? À la communauté des biens. Et la communauté des biens, pour les gens de cette époque, ça renvoie évidemment aux expériences chrétiennes, des premiers chrétiens, et à toutes les formes de communauté des biens, en particulier dans la tradition monastique et dans la tradition sectaire. C'est-à-dire à toutes les expériences qui balisent toute l'histoire occidentale de ces communautés où on met tout en commun. Et c'est ce qui amène à dire, et ça c'est très courant au XIXe siècle, de dire que le premier communiste véritable a été Jésus-Christ. Et que les successeurs, les vrais héritiers, sont justement les communistes politiques. Ce sont les vrais héritiers de Jésus. Et ainsi de suite. En refaisant cette histoire, on s'aperçoit que de la richesse de cette affaire, mais on peut tirer des fils différents, et l'un des fils que l'on tire justement, c'est précisément celui qui nous permet de faire une très grande distinction. Puisque vous vous occupez de droit, je voudrais dire quelques mots. En fait, dans la tradition occidentale, commun, dans la tradition occidentale institutionnelle, c'est-à-dire du côté des gens sérieux, du côté des gens des villes, du côté des gens de la langue écrite, donc du côté des juristes et des légistes, commun renvoie à une chose très très précise, issue du droit romain, qui est la chose commune, la res communis. La chose commune. La chose commune qui est commune parce qu'inappropriable, c'est-à-dire ce dont on ne peut pas s'emparer. C'est l'eau, c'est l'air, ce que l'on ne peut pas contenir, qui échappe des mains. On ne peut pas s'emparer. C'est la chose naturellement commune. Donc il existe pour les juristes romains, justement, des choses qui tombent sous la main, si je puis dire, en tout cas, qui sont appropriables, des choses qui sont régies donc par un droit humain, le droit privé, mais aussi des choses qui échappent au droit privé, qui sont du droit public. Bon, je n'entends pas. Mais cette chose commune n'a jamais été ignorée de toute la tradition juridique. Et elle est passée du côté de l'économie politique officielle. C'est que pour les économistes, même les plus libéraux, il existe des choses naturellement communes. Et c'est précisément ce qu'eux vont appeler bien commun, parfois bien public, mais ce sont des choses naturellement communes, techniquement communes. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la question de la traduction est extrêmement importante. C'est que si l'on traduit commons par bien commun, on tombe dans le registre juridico-économique de la chose commune, de la chose naturellement commune. Une chose naturellement commune, c'est évidemment une chose, je dirais, rare. Elle est évidemment pas rare du tout, mais elle est rare au sens où elle ne concerne qu'un tout petit nombre de biens. C'est un principe conservateur. C'est un principe conservateur parce qu'on peut identifier 3-4 sortes de biens communs et tout le reste, évidemment, relève du droit privé. Lorsque les mouvements dont je vous parlent de commun, ils ne désignent pas des choses naturellement communes. Ils désignent des choses au-delà de la chose naturellement commune. Ce qu'ils disent, c'est
que ce qui est commun, c'est ce qu'on met en commun par un acte politique. Un espace, un champ, une forêt ne sont pas naturellement des choses communes, mais sont communes parce qu'on décide de les faire telles. Donc, et la place Taksim, la lutte de la place Taksim, du parc Gezi, était exactement une lutte qui portait sur la décision de faire qu'un parc reste commun, alors qu'Erdogan avait l'intention d'y construire une mosquée et un centre commercial, l'un en face de l'autre. La décision collective, la lutte, était bien de faire prévaloir précisément un acte politique qui rend commun un espace. Donc, il importe donc, il nous a importé dans le livre de faire un peu cette histoire juridique, de plonger un petit peu dans cette histoire du droit, pour montrer que, d'une certaine façon, ce qui a inventé est colossal. Ce qui est inventé est colossal, c'est en fait un droit du commun qui permet d'échapper au duo du droit privé et du droit public, du marché et de l'État, duo complice, connivant, depuis évidemment plusieurs siècles. Face à face du marché et de l'État nous a amenés là où nous sommes. Ce qui est en question, donc, c'est peut-être de dessiner un au-delà de ce duo-là, en inventant un droit du commun, ou en développant un droit du commun, qui ne se réduise pas à la chose commune, à la res communis du droit du code civil actuel. Et c'est ce que cherchent à faire les juristes américains de l'Internet et des pratiques qui s'y développent. Les Creative Commons, par exemple, ou le copyleft, etc., sont des inventions juridiques, sans doute très imparfaites, très incomplètes, mais qui vont dans la direction de l'invention d'outils juridiques qui font prévaloir justement le libre usage sur l'appropriation. Mais les Italiens sont bien en avance sur nous, car en dépit du fait qu'ils continuent de parler de beni comuni, ils ont réussi à mettre en débat, parmi les juristes, justement l'introduction, et dans le Code civil et dans la Constitution, de ces droits, ces biens communs, non pas réduits à des choses naturelles, mais des biens communs qui seraient définis en fonction des besoins fondamentaux de la société. Et toute la bataille sur l'eau, contre la privatisation de l'eau en Italie, toutes les batailles qui sont menées aujourd'hui dans plein de villes italiennes sur la défense des centres sociaux ou des centres culturels, souvent occupés, autogérés, etc. Il y a encore une lutte très importante à Rome en ce moment là-dessus. Donc, s'appuie sur donc, ce droit à faire, d'une certaine façon, ce droit à construire des communs ou des biens communs. Donc, je terminerai en disant que ce qui nous intéresse là-dedans est très simple, c'est le développement d'un autre imaginaire, je l'ai dit, sans lequel nous ne gagnerons jamais contre le néolibéralisme, jamais. Nous résisterons, nous irons toujours de défaite en défaite, de recul en recul, nous n'aurons bientôt même pas de gauche, il n'y aura plus de gauche, ça ne voudra plus rien dire, déjà on se demande bien si ça veut dire encore quelque chose, enfin vous voyez que tout se défait, enfin, par la force, la puissance du capitalisme, je dirais, dans les têtes. Donc nous n'aurons bientôt plus rien, nous n'aurons vécu que des défaites pendant 40 ans, si nous continuons à nous en tenir à une logique défensive. Voilà. Ça c'est point clé.
nous en tenons sur le plan intellectuel à une logique défensive, nous reculerons, continuerons à reculer. Donc, la question, c'est ce ressaisissement, se ressaisir en faisant ce que nos ancêtres ont fait, c'est-à-dire en osant l'imagination politique. Jusqu'au point, justement, de, je dirais, d'oser même la loufoquerie, si je puis dire. Je veux dire, il faut oser ce que nos ancêtres osaient faire, c'est-à-dire imaginer un certain nombre de dispositifs nouveaux, etc. Mais pas l'imaginer à partir de rien, pas comme une sorte de création ex nihilo, en s'appuyant sur les expérimentations, sur les expériences, sur ce que nous appelons les pratiques utopiques. Pratiques utopiques, ça paraît oxymorique comme terme. Les pratiques utopiques, ça veut dire précisément qu'il y a des tas de gens partout, partout, dans toutes les sociétés, dans le monde entier, qui font autre chose. Donc s'appuyer sur ces expériences utopiques, les relier par des concepts déjà, c'est-à-dire des concepts qui forment un nouvel imaginaire possible. Et je crois que c'est ce qui est en train de se produire, mais qu'on ne voit moins. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que vous voyez bien que ce qui domine aujourd'hui, ce sont ces deux grands paradigmes qui nous écrasent. C'est le paradigme néolibéral, dont j'ai déjà parlé, et la réaction au paradigme néolibéral, la réaction la plus brutale, violente, qui est celle des identités. Des fondamentalismes, des nationalismes, des formes plus extrêmes de la brutalité et de la pulsion de mort. Donc, comme réaction la plus immédiate à ce que le néolibéralisme provoque dans les cerveaux, le vide qu'il provoque dans les cerveaux. Et donc, le désir de vie, si je puis dire, ce désir de vie, évidemment, est moins visible que cette pulsion de mort, mais j'ose espérer qu'il continuera sa marche un peu souterraine, son développement un peu souterrain, et c'est ce que nous avons voulu espérer en écrivant ce bouquin. Voilà. Merci. Seulement pour commencer, je m'interroge sur le droit que votre proposition doit impliquer. Parce que si on donne la primauté, comme vous le préconisez, à l'usage, ça a l'air très bien, parce que ça fait brise le droit, la propriété privée tel que nous le connaissons et dont nous connaissons les abus. Et la folie, d'une certaine façon, face aux pénuries, aux pauvretés, etc. Mais si on propose la priorité, la primauté de l'usage, il faut instaurer aussi de nouvelles règles de l'usage, parce que tout le monde veut utiliser des biens qui peuvent être, des ressources, comme on dit, qui peuvent être rares dans certains cas. Alors, et vous avez évoqué la démocratie, si j'ai bien compris, votre idée c'est
gestion démocratique, participative, tout ce qu'on veut, de ces ressources qui sont gérées en commun. Mais là aussi, il faut instaurer des règles. Et il faut garder, donc nous sommes à la Ligue des droits de l'homme, il faut mettre des limites à, comment dire, à la règle de la majorité. La majorité ne peut pas, ça me semble évident, disposer des ressources de vie dont un individu ou une minorité a besoin. Alors, il faut donc établir un nouveau code juridique pour rendre acceptable l'idée de la priorité de l'usage. J'ai pas besoin. En fait, moi j'ai deux questions. Ah, pardon. En fait, j'ai deux questions. C'est comment ça s'articule, par exemple, avec le livre de Michel Lallemand sur l'âge du fer, c'est-à-dire cette enquête qu'il a menée aux États-Unis et qui apparemment a des relais ici en France, selon laquelle il y a des personnes qui s'associent librement pour travailler selon des modes de coordination qu'ils se donnent, qui le font avec passion, qui sont en dehors d'une relation salarié-employeur classique. Voilà. Et puis aussi, comment ça s'articule avec l'usage sans la propriété, qui, me semble-t-il, le capitalisme est en train de lancer avec des je ne sais pas comment vous dire, des propositions comme Vélib, Autolib, etc., où on n'est plus propriétaire du bien, mais on en a l'usage. C'est aussi ce que font les opérateurs téléphoniques, qui seront à la limite, c'est pas tout à fait le cas, mais ils seraient prêts à offrir le téléphone pourvu qu'on ait l'abonnement, ou les fabricants d'imprimantes qui sont prêts à... Enfin, bientôt, une imprimante, ça coûtera 15 €, mais ce qui est important, c'est comment on appelle ça, les consommables. Voilà. Donc, comment tout... Est-ce que le capitalisme, le néolibéralisme dont tu parles, est-ce qu'il n'est pas capable lui-même d'inventer ça, c'est-à-dire finalement d'abolir... je ne sais pas s'il faut dire abolir la propriété, parce qu'en dernier ressort, il y a quand même cette propriété, mais pour tout un commun, on serait plus propriétaire de ce dont on se sert quotidiennement. Oui, merci de vos questions. Sur les références, vous êtes un petit peu... comment dire, donner la réponse à la question, c'est-à-dire que le travail de Michel Lallemand sur l'âge du fer, FAIRE, c'est un des exemples parmi d'autres, mais j'y reviendrai, d'expérimentation collective assez spécifique dans la baie de San Francisco, autour de l'idée que effectivement une collectivité peut échanger des savoirs et en même temps utiliser des logiciels libres pour produire des biens qui échappent ainsi au circuit de la production de masse. Mais il existe maintenant je ne crois pas qu'il existe de livres synthétiques sur les pratiques utopiques. C'est en tout cas l'ambition du séminaire que j'anime à Nanterre, qui est justement d'aboutir à ça, c'est-à-dire un ouvrage qui recueillerait, au fond, pas toutes les expériences évidemment, mais un certain nombre d'expériences significatives en matière de coopérative d'habitat, en matière de coopérative de consommation, en matière de monnaie parallèle, d'échange de savoir, etc., etc. Il existe de multiples formes. Alors, il y a un certain nombre de journalistes qui ont écrit des ouvrages dans les 3, 4 ou 5 dernières années, évoquant que c'est un journaliste appelé le million de révolutions tranquilles, c'est-à-dire toutes ces expérimentations diverses et variées qu'on trouve des fois à des niveaux, à des échelles microscopiques. Donc voilà, je n'ai pas de... Ce que nous avons fait, nous, dans notre ouvrage, c'est justement une sorte de première collecte, si je puis dire. Une première collecte de ces expérimentations très différentes. L'ouvrage, quand même, qui reste important, en dépit d'une
très mauvaise traduction. C'est l'ouvrage d'Elinor Ostrom, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été traduit en français. En anglais, c'est Governing the Commons, qui a été horriblement traduit par la gouvernance des biens communs, avec deux erreurs importantes dans la traduction. Vous pouvez l'entendre. Mais en dépit de ça, c'est quand même un ouvrage intéressant parce que, précisément, il montre, c'est la réponse à la deuxième question, il montre, je n'ai pas eu le temps d'être assez précis, il montre qu'un commun, c'est une institution régie par un système de règles. Et vous avez absolument raison de dire que cette question de l'usage, c'est d'abord l'élaboration, définition d'un certain nombre de règles, et je dirais même d'un système de règles dans la production des règles, leur application. C'est-à-dire qu'elle montre très bien que les communs qu'elle analyse en détail, système d'irrigation, gestion de forêt, pêcherie, etc., aux quatre coins du monde, n'ont pu fonctionner qu'à partir du moment où il y avait à l'intérieur de ces institutions, il faut bien entendre ça, ce sont des institutions, il y avait des systèmes de limitation de l'exploitation de la ressource. Et des sanctions, c'est pas le monde du bisounours, hein, c'est pas tout le monde qui fait ça, avec des systèmes de sanctions pour ceux qui abuseraient. Alors, ça me permet de dire ceci. Tout ce débat aux États-Unis autour des communs est parti d'un article très ancien, en 68, d'un certain Garrett Hardin, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait La tragédie des communs. La tragédie des communs. C'est un type, c'était d'abord un biologiste malthusien qui pensait en termes d'explosion démographique et qui, au fond, expliquait que spontanément, naturellement, les individus cherchaient à maximiser leur intérêt, donc c'était des parfaits petits hommes économiques, et que si on laissait ouverts les ressources, si on les laissait ouvertes les ressources à leur exploitation, elles seraient ravagées. Il l'étendait, dans les débats, dans les discussions qu'il y a eu après, il l'étendait à l'État-providence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, les pauvres, la masse dégouvernée des pauvres, si on leur laisse le libre usage des ressources communes, vont les dilapider. Et donc, pour lui, il y a deux manières de défendre les ressources dans ces cas-là. C'est la dictature totalitaire ou la propriété privée. Et c'est évidemment la propriété privée qu'il défend. Et par là même, dans cette tragédie des communs, il y a l'idée que les communs sont impossibles. Que les communs ne peuvent pas être gérés, avec une faute de raisonnement, évidemment, mais en même temps très, très significative, en supposant qu'il y a chez tout homme un homme économique prêt à dilapider les ressources, c'est-à-dire prêt à accumuler pour lui-même le maximum de ressources. Bon, c'est ça l'hypothèse anthropologique utilitariste de ce type, mais comme de l'immense majorité des économistes dominants, c'est l'idée que nous avons affaire à un homme intéressé, égoïste et maximisateur. Ce que montre, et c'est là l'importance du travail d'Ostrom par rapport à l'économie dominante, par rapport au système intellectuel des économistes dominants, c'est qu'elle montre, preuve à l'appui, qu'il existe des modes de gouvernement des ressources naturelles qui constituent un démenti formel à l'hypothèse utilitariste. L'universalité, un démenti formel à la prétention à l'universalité du modèle de l'homme économique, et y compris dans nos propres sociétés. Et c'est le point de départ du travail d'Elinor Ostrom, la contestation de l'idée que les communs sont toujours tragiques. La réponse qu'elle apporte, et que d'autres vont apporter avec elle, qui la suivent, c'est justement que nous avons affaire aujourd'hui à une tragédie des anti-communs. Le néolibéralisme, c'est la tragédie des anti-communs. C'est ça qui nous menace. C'est-à-dire, finalement, la logique de la maximisation qui détruit la planète, qui détruit le climat, qui empêche
la résolution de la question climatique, qui va l'empêcher pendant longtemps, du fait même des logiques à l'œuvre, qui sont à la fois les logiques des grandes entreprises et des États, pris eux-mêmes dans cette concurrence généralisée. Alors, troisième, alors donc système de règles, tout à fait, bien sûr, tout à fait, je souscris entièrement à tout ce que vous avez dit, et j'aurais dû le dire avant que vous le précisiez. Troisième chose, alors là aussi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que il ne faut pas prendre les tenants du système capitaliste pour des andouilles, des imbéciles, il ne faut jamais les sous-estimer, il faut au contraire toujours apprécier à leur juste niveau, à leur juste valeur, leur capacité inventive d'exploitation de toutes les ressources possibles, et en particulier des ressources du commun, des ressources de la coopération. Je voudrais citer juste ici Proudhon et Marx, parce qu'eux ont vu ça. Ils ont très bien compris, vous relisez Qu'est-ce que la propriété du mémoire de 1840 de Proudhon, ou les belles pages du Capital sur la coopération, et vous apercevez que ce qui est le cœur palpitant de l'exploitation capitaliste, c'est pas tant l'allongement de la journée de travail, c'est l'utilisation intensive de la coopération, qui permet de produire ce que Marx appelle la plus-value relative, c'est-à-dire qui permet de diminuer la valeur des biens entrant dans le salaire. Eh bien, c'est ce que continue à faire à une échelle élargie le capital. Il continue à exploiter la coopération, la mise en commun. Il l'organise, il l'orchestre, il l'étend. Le commun, c'est le commun du capital. Le commun dominant, si je puis dire, le commun dominant, c'est le commun du capital. Et pas de petites expériences marginales. Alors, ça semble bien ce que je dis, parce que ça semble dire que... Mais je n'idéalise absolument pas, si vous voulez, la coopération en tant que telle, parce qu'on voit parfaitement bien que le capitalisme digital ou numérique, aujourd'hui, dont les taux de profit gonflent exponentiellement, comme jamais aucun secteur économique n'a cru. Il faut bien se rendre compte que depuis 10 ans, ce que nous avons à faire, c'était un truc qui n'est, même dans la railway mania du milieu du 19e siècle, il n'y avait pas ces taux de croissance et ces taux de profit aussi colossaux qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est finalement, c'est ce capitalisme digital, sinon la mise en coupe réglée des capacités de coopération et de mise en commun. Alors avec une utilisation rhétorique parasitaire qui fait qu'on confond encore plus les choses en parlant d'économie de partage, d'économie fonctionnelle, etc., d'économie collaborative, etc., où en réalité, ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'il faut faire une critique radicale du commun du capital, ce qu'il y a derrière, c'est une marchandisation généralisée de l'existence. C'est-à-dire que vous louez tout, vous louez votre appartement, vous avez bientôt loué vos pantoufles, et c'est déjà presque le cas. Vous louez votre voiture, etc. Bon. C'est-à-dire, en fait, ce qui dépasse aujourd'hui l'appropriation privée des biens par les ménages, c'est effectivement quelque chose qui est une sorte de forme de droit d'accès payant général. Alors, on loue ce que l'on possède, mais sinon, on doit louer ce qu'on ne possède pas. Enfin bon, il y a une sorte d'extension de la location. Rifkin l'avait montré dans un bouquin, je ne suis pas toujours d'accord avec Rifkin, mais il avait bien montré ça dans un bouquin sur l'accès. Je ne me rappelle plus exactement le titre de son bouquin, mais je pense qu'il avait... Le commun du capital, c'est aussi ce que Anne-Marie Dujarier, Marie-Anne Dujarier appelle le travail du consommateur, en particulier dans les services. C'est en fait l'ensemble du travail gratuit que nous fournissons tous, et qui nous amènerait à revoir complètement la théorie de l'exploitation. Je pense qu'aujourd'hui, la théorie du capital sur la plus-value est un fondement très juste, mais je crois qu'il faut l'étendre, c'est-à-dire qu'on a vraiment
l'appropriation généralisée de tous les modes de coopération et d'interaction sociale, ce qui nous amène aussi à revoir complètement la théorie de la valeur chez Marx. Et je pense justement que la bataille du commun, on peut dire que c'est un champ de bataille. Le commun est un champ de bataille entre ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'émergence du commun, et la réaction à cette appropriation générale. Ce que l'insuffisance, et vous avez tout à fait raison de le pointer, l'insuffisance des mouvements sociaux, écologistes et altermondialistes, leur insuffisance, c'est précisément de limiter le mouvement du capital à ce mouvement d'appropriation et de ne pas suffisamment voir que ce qu'est en train de faire le nouveau capital, c'est ce que le capitalisme industriel avait fait, c'est-à-dire l'organisation de la coopération sociale. En gros, je ne vais pas entrer dans les détails, en gros, ils sont un peu, ces mouvements-là, qui se réclament des communs, c'est un peu, je dirais, ils en sont un peu au niveau proudhonien, si je puis dire, de la critique sociale. Quand Proudhon dénonçait l'exploitation par les propriétaires de la force collective. Et sans, Proudhon n'avait pas compris que c'était le capital qui organisait la force collective. Ce que Marx, reprenant les termes mêmes de Proudhon, a lui mieux compris. Le capital est une force organisatrice du commun. Lui, il disait force organisatrice de la coopération dans l'économie, dans la production. C'est ça le cœur du livre du capital. Aujourd'hui, il s'agit de bien comprendre que le capital organise la coopération sociale généralisée. Mais c'est précisément pourquoi l'émergence du commun comme rationalité alternative est contemporaine de ce capital-là. Si vous voulez, selon les âges du capital, vous avez des formules différentes de l'alternative. Vous avez eu l'association. Quand l'association correspondait à un mode de production encore assez artisanal, d'ouvriers de métier en tout cas. Puis ensuite, au XXe siècle, les formes ont été différentes, elles ont correspondu beaucoup plus à l'âge de l'industrie, ça a été les conseils ouvriers, avec des mots d'ordre, des bolcheviques, de contrôle ouvrier sur la production. Et puis ça a été l'autogestion. Toutes ces formes-là de rationalité alternative correspondent à certaines périodes du capital. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Personne ne pourrait aujourd'hui avancer mot d'ordre de conseils ouvriers partout. On verrait bien l'insuffisance de ce mot d'ordre-là. Nous sommes passés à autre chose et les communs correspondent aujourd'hui, me semble-t-il, à l'âge, à l'époque néolibérale dans laquelle nous sommes engagés. Je voulais simplement savoir si ça avait un rapport avec les nouvelles technologies, je pense à Internet. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a entre les communs, les services publics et l'impôt. Oui, je crois qu'on peut dire que l'une des impulsions de ce mouvement des communs et cette référence aux communs est très liée à l'Internet. En tout cas, pour les Américains, c'est absolument certain que la référence importante, c'est ce qu'ils appellent les communs de la connaissance. Et quand ils parlent de communs de la connaissance, ils renvoient à toute une série de pratiques coopératives, collaboratives, liées aux nouveaux outils technologiques. Un certain nombre de gens qui sont très impliqués dans le mouvement donc de l'Internet, ou les mouvements des hackers, etc., situent même au départ d'Internet, non pas l'armée américaine, comme on le dit parfois,
obligatoire, mais précisément les pratiques de coopération universitaire, d'échange des savoirs par interconnexion d'ordinateurs. Donc, à la limite, dans le récit qui est fait de la naissance même d'Internet, aux États-Unis, il va presque de soi que c'est parce qu'au départ, on a fait d'Internet un commun, avec des systèmes de règles, de coopération, d'échanges, etc. Un commun qui a été perverti, qui a été exploité, dévié de sa trajectoire, du fait même des gros investisseurs qui ont organisé le commun, justement, le commun de l'information et des réseaux sociaux. Donc, je crois que pour nous, ça fait aucun doute. Et même dans les références qui sont données généralement, ça renvoie très souvent à Wikipédia, enfin, au wiki en général, enfin, toutes ces pratiques de construction, finalement, donc de mode d'échange, enfin, etc. Donc, ça ne me fait pas du tout de doute. Pour ce qui est de l'impôt des services publics, de l'État, si vous voulez, je crois que les communs ont une des démarches qui peut paraître anti-étatique. C'est-à-dire que l'idée qui prévaut dans ce mouvement, c'est que État et capitalisme sont désormais totalement imbriqués, complètement liés. Les oligarchies dominantes, politiques, bureaucratiques et capitalistes ont en quelque sorte fusionné et qu'on ne peut plus compter sur l'État pour domestiquer, discipliner, moraliser le capitalisme. Il y a là une démarche qui s'inscrit profondément dans l'histoire même du socialisme, tant que le socialisme n'était pas étatiste, au XIXe siècle en tout cas. Donc il y a des fils comme ça qui, me semble-t-il qu'il faut renouer. Mais évidemment, nous ne sommes plus au XIXe siècle, l'État n'est plus du tout le même, et l'État social, l'État des services publics, ne peut plus correspondre évidemment à ce que un certain nombre de théoriciens du XIXe siècle appelaient l'État bourgeois, l'instrument du capital, etc. On ne peut plus du tout avoir cette démarche. Donc la question, c'est une autre approche, semble-t-il, une approche moins étatiste des services publics, si je puis dire. Ça peut paraître curieux de le dire comme ça. Mais on peut considérer qu'une grande partie des services publics et des systèmes de redistribution peuvent être justement gouvernés tout à fait autrement que bureaucratiquement comme cela l'est aujourd'hui. Je pense à ce bel article qui est dans le monde diplomatique du mois dernier sur la sécurité sociale. Je crois que c'est le mois dernier, sur l'ambition de la sécurité sociale après 1945, qui dépasse l'ambition étatiste, enfin, qui était en tout cas de faire en sorte que les salariés puissent gérer eux-mêmes, finalement, les caisses communes. Les caisses communes qui leur servaient précisément de protection. Et donc ça nous permet, si vous voulez, ce qu'on fait à la fin du bouquin, dans la dernière partie, nous essayons de revoir toute une série de problèmes à travers les lunettes du commun, si je puis dire. En essayant d'examiner si, et dans le travail, et dans l'organisation d'entreprise, et dans l'organisation de l'État, on n'a pas, avec le principe du commun, un principe de révision générale de nos institutions. Dans un sens, précisément, plus authentiquement démocratique. Et donc on peut facilement considérer que dans leur sens, je dirais presque originel, ou dans leur sens authentique, plus authentique en tout cas, l'impôt et les services publics sont précisément des mises en commun. Ce que nous mettons, ce qu'une société accepte de mettre en
répondre à des besoins fondamentaux. Alors même que ce qui est aujourd'hui dans, je dirais, l'idéologie dominante, c'est en quelque sorte l'État, conduit par une haute administration généreuse et éclairée et bienveillante, qui distribue ses bienfaits à la population et qui peut les retirer, ces bienfaits, quand la logique de compétitivité l'impose. C'est bien ce que l'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas seulement à l'appropriation des ressources communes par l'oligarchie capitaliste, c'est l'appropriation à la fois privée et collective des ressources collectives par l'oligarchie politique et bureaucratique. C'est très exactement, je pense, ce que veulent dire les grands mouvements sociaux démocratiques depuis 2010. C'est très précisément que le pillage n'est pas seulement dans le secteur privé, je veux dire la déprédation, l'appropriation, elle n'est pas seulement là. Elle est dans le fait que les ressources qui sont collectives, qui sont les nôtres, ce que nous mettons en commun, les richesses communes, en fait, ne sont pas seulement administrées par une haute administration éclairée et bienveillante, mais sont appropriées du fait même que, finalement, cette haute bureaucratie peut les vendre, et les vend, pour un sa guise, etc. En fait, l'État n'est-il pas aujourd'hui, précisément, dans les mains d'une petite oligarchie très abriquée avec précisément le monde financier. Enfin, dans un prochain bouquin qui paraîtra dans 2 mois, j'explique, enfin, mon point de vue, c'est ce que j'appelle le bloc oligarchique. Le bloc oligarchique néolibéral qui domine aujourd'hui la société. De sorte qu'on ne peut plus penser seulement dans les termes de l'opposition de l'État et du marché. Bon, mais, enfin, je n'innove pas, c'est surtout Bourdieu qui... je m'inspire, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Bourdieu, dont il faut commencer à tirer les conséquences politiques et arrêter de toujours dire l'État va faire ci, l'État va répondre, il faut plus d'État. Enfin, en réalité, il faut quand même un peu aujourd'hui regarder ce qu'est l'État. C'est-à-dire comment il est construit, c'est un champ de lutte, justement, mais un champ de lutte avec des dominants. Et donc, récupérer, reclaim our commons, appliqué à l'État, ça voudrait dire récupérons effectivement ce que nous mettons en commun, et ça veut dire décidons collectivement, démocratiquement, ce que nous mettons en commun. Révisons complètement l'organisation de la sécurité sociale, révisons complètement l'organisation de l'éducation nationale. Enfin, et de la santé, enfin, c'est quand même nos biens, nos richesses, la partie de la richesse commune que nous mettons en commun pour satisfaire des besoins. Mais ça nous renvoie alors à ce problème extrêmement compliqué qui devient un État dans la nuit, de ce qu'est devenu la politique. Ça mènerait à une révision de la politique professionnelle, de la démocratie représentative, etc., etc. Mais encore une fois, ce n'est pas simplement des limites intellectuelles, c'est ce qui est aujourd'hui en train de se produire. Ce qui est en train de se produire, me semble-t-il, c'est une décomposition accélérée des systèmes institutionnels sur lesquels nous avons vécu depuis 2 siècles. Les coups de boutoir portés par le capitalisme à la démocratie représentative aboutissent à un effondrement de ces systèmes, et sur les ruines de ce système naissent des monstres, un néofascisme, ou des néofascismes, d'une brutalité extrême et qui sont bientôt aux portes du pouvoir, en quelque sorte, et qui ont un projet de reconstruction. Et d'autre part, eh bien, une ouverture, une chance, une petite porte, qui sera celle d'une recomposition sous les termes d'une démocratie radicale.
nous allons vers ça. Personne ne peut se cacher, ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est très exactement ce qui est en train de se produire. Et ce qui permet de comprendre l'émergence de ce désir aujourd'hui. Mais l'avenir, comme dirait l'autre, n'est écrit nulle part, et rien n'oblige à penser qu'il y a une sorte de nécessité historique qui donnera naissance à une formation sociale supérieure, comme on le pensait au XIXe siècle, comme le marxisme le pensait. Nous avons aussi terminé avec cette idée-là. Nous avons terminé avec le progressisme. Désolé de le dire devant des droits de l'homme, mais enfin, le progressisme fondé sur cette idée d'une nécessité historique est mort. Cette idée est morte. Et donc, là aussi, c'est à bien penser qu'épistémologiquement, nous avons à réviser complètement la façon dont nous envisageons les choses. Et je me dis, mais très sincèrement, depuis la sociologie, depuis Saint-Simon même, on pense qu'il y a un cours des choses inéluctable et que ce cours des choses va dans le bon sens et que ce cours des choses matérielles suppose à certains moments des révolutions politiques pour édifier des superstructures correspondant à l'infrastructure. C'est ça qui a fondamentalement imprégné nos mentalités de gauche, nous a constitués comme des gens de gauche. Révolution matérielle, économique ou révolution scientifique, selon les choix. Les positivistes d'un côté, les marxistes de l'autre. Nous avons construit notre idéologie progressiste sur ces deux idées. Et qu'il s'agit d'édifier des superstructures correspondant à ces révolutions profondes. Bien. Mais elles allaient dans le bon sens. La science allait dans le bon sens, l'économie allait dans le bon sens. La mauvaise nouvelle que nous ont apporté les décennies précédentes, c'est que ceci est fini. Et donc, il s'agit d'utiliser nos facultés imaginatives, utopiques, qui échappent justement à cette cette idée de loi nécessaire de l'histoire, pour penser à de nouveaux frais, de nouvelles manières, la construction des sociétés. À partir, me semble-t-il, des pratiques. En pratique des pratiques utopiques ou innovantes, c'est-à-dire à partir du faire. On trouve le terme de Michel Lallemand, à partir du faire, des pratiques. Donc voilà comment je ferai les choses, et sans tomber dans le déterminisme technologique, dans lequel tombe par exemple Jeremy Rifkin dans son dernier bouquin. En gros, il dit les nouvelles technologies vont nous amener un monde merveilleux parce que tout le monde sera connecté sur Internet, etc. Je ne le pense nullement. Je ne pense pas que le capitalisme va de lui-même se dépasser. Ça, en fait, c'est une vraie croyance de marxiste dogmatique. C'est l'idée que les forces productives se développeront, qu'elles-mêmes engendreront le socialisme. Je ne crois pas du tout. Donc, la question, c'est celle que posait Castoriadis à la fin de sa vie dans un entretien avec Daniel Mermet. Très bel entretien, où il disait, au fond, la seule chose qu'on peut espérer, c'est l'activité. C'est l'activité des gens. Et de cela, on ne peut rien dire de cette façon. Je dirais, on ne peut rien dire du désir et de l'activité. On peut constater qu'il y a du désir, qu'il y a de l'activité, de la mise en activité, mais on ne peut pas du tout prédire si ce désir sera suffisamment puissant, si cette activité sera au niveau exigé par les problèmes aujourd'hui du monde. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est être nous-mêmes désirants et actifs. Voilà, je terminerai là-dessus. Il y avait encore une question. Je l'ai raté. Non, mais elle est. Ah, elle est d'avant, Je me demande, je ne sais pas si ça va être une question
somme de questionnement. Pour rester dans le faire, on s'est posé cette question il y a 3 ans, c'est quelque chose sur lequel on travaille, pour rejoindre l'idée des utopies concrètes. Donc on a essayé de trouver un guide qui pouvait synthétiser effectivement les démarches théoriques dans une application concrète. Par un constat simple, qui est celle de notre activité, nous on fait plutôt des films, en fait, on produit plutôt des films documentaires au cinéma. Et on a repris l'exigence qui vient de la gauche depuis longtemps, c'est de sortir certains secteurs du secteur marchand, comme la santé, la culture, l'éducation, etc. Et ce qui nous déplaisait un petit peu, c'est de mettre justement le cinéma ou ce qu'on pouvait créer comme outil critique de pensée sous le segment du marché. Du coup, on s'est dit on va sortir cette dimension culturelle de ce secteur-là en créant un outil économique efficace, performant, rentable, qui va fonctionner donc sur le même modèle que le modèle capitaliste, et dont les dividendes exclusivement vont venir abonder des investissements culturels. On va essayer de scinder le lien qu'il peut y avoir entre le monde des idées, le secteur des idées, et celui donc, de la production réelle marchande. Donc l'idée s'est construite comme ça. Alors, elle est pleine de paradoxes et de contradictions. C'est pour ça que ça nous a intéressé d'aller voir un peu ce qui se passait au temps des associations en 1820, même un peu avant, de Fourier, des phalanstères, jusqu'à KB, jusqu'à Owen, ce qui se passait aux États-Unis avec la fondation de New Harmony, ou ce qui s'est passé avec le voyage en Italie, et puis après les expériences malheureuses après 48 des disciples de KB. D'aller voir aussi un petit peu ce qui s'est passé dans les années 70 avec tout le mouvement, vous l'avez évoqué, autogestionnaire, qui semble revenir un petit peu aussi aujourd'hui, de manière forte, notamment si on parlait en termes de référence, quelque chose qui nous a enthousiasmé à lire, avec une fiction, qui est le bouquin de Albert Mansour, soi-disant Utopie du centre Beaubourg, qui est une fiction qui reprend justement toute la somme de travail que Meister a fait, qui était un spécialiste un peu d'autogestion en France. Vraiment. Bref, du coup, nous, on s'est dit, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir la main sur un territoire qui nous semble, la main, de manière symbolique, sur un territoire qui soit accessible, qui soit à dimension humaine, en reprenant l'idée aussi de Thomas More, enfin, l'utopie donc humide. Et donc, on s'est dit, on va essayer de mettre en place une unité de distillation de rhum dans une île des Caraïbes, au sein d'une éco-villégiature, dont les bénéfices vont abonder la production culturelle. Donc là, ça fait 3 ans qu'on y travaille. On est encore un petit peu loin de la réalisation concrète, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un cheminement qui permet d'aller explorer énormément de dimensions théoriques. Donc on se demande si effectivement on va arriver à avoir un syncrétisme de ça, parce que malgré tout, il y a certaines choses à inventer. Donc on s'inspire, mais on sent qu'il y a des moments où ça frotte fort. Et est-ce qu'on n'est pas dans des moments indépassables par rapport à la situation et au moment où on est. Alors la question, ça serait, on se rend compte tous qu'il y a énormément, malgré tout, d'initiatives un peu partout, en France, en Europe, dans le monde, plutôt à l'échelle micro, bien qu'on ait revu en Argentine la réquisition, les réoccupations d'usines, bien qu'on ait vu un peu pousser sur l'idée d'économie sociale et solidaire, les ouvriers de la Belle Ode, expliquent pas, qui ont repris leur usine, on a vu les Fralib, on a des initiatives comme ça qui sont en train de se tisser. Qu'est-ce que c'est qui pourrait permettre, vous l'avez évoqué, le terme est important, de relier et de trouver la somme théorique, en tout cas le chemin théorique, pour justement permettre de créer des cadres où on pense ces expériences-là, au-delà d'essayer de les faire, mais aussi on arrive à les mettre en commun, ensemble, dans la dimension internationale qu'elles ont, pour justement essayer de créer un rapport de force qu'aujourd'hui nous semble nécessaire. La question un peu tardive que je voulais vous poser, c'était par rapport à ce que vous venez de décrire avec force sur la conjonction des oligarchies politiques et économiques et financières, dans le rapport de force tel qu'il apparaît, que nous apparaît aujourd'hui, comment peut-on voir dans ce que vous avez présenté dans votre livre les prolétomènes ou les prémices de la révolution du XXIe siècle?
tellement le rapport de force tel qu'il est déposé, tel que vous l'avez présenté vous-même, hein, me paraît complètement déséquilibré par rapport aux micro-expériences que l'on peut ici et là trouver. Et donc certaines règles. J'ai lu récemment, j'ai oublié le nom de la commune dans laquelle ça se passe, et c'est très intéressant, c'est qu'une commune de 1000 habitants a décidé que tout le monde était maire. Et que par conséquent, tout le monde participait effectivement à la gestion de la commune en question. Bon, c'est une expérience qui va bien dans ce sens, quand même. Et je me demande si le défaut peut-être, c'est encore plus avant que je pose la question, moi c'est le terme de commun. De commun en français qui m'a gêné initialement, parce que je pense qu'il est emprunté effectivement à l'anglo-saxon, dans des expériences historiques ou dans des histoires qui sont tout à fait différentes. Dans le rapport à l'État et l'individu aux États-Unis, par exemple, très fortement, hein, l'État n'est pas quelque chose qu'on désire, mais c'est quelque chose qu'on rejette plus largement. Hein, et par rapport au monde britannique, où effectivement le rapport entre usure et common est très différent. Et je me demande si la traduction simple de common en commun rend bien compte du côté de notre histoire à nous, de l'histoire européenne en général, au nord de cette Grande-Bretagne, s'applique bien et rend bien compte de. Troisième élément, si vous évoquez la création d'un imaginaire, est-ce que nous avons la force, justement, à travers ces micro-expériences, de créer et de, par rapport à la force du storytelling des oligarchies dont nous parlons, hein, qui font que même les gens qui sont susceptibles de porter, on parlait des impôts tout à l'heure, de porter l'impôt redistribué solidairement dans une société, je pense à un ancien ministre de l'économie, qui je crois a pu dire à un moment donné qu'il y avait trop d'impôts avant de partir à Bruxelles. Donc voilà, un certain nombre de questions qui se posent fondamentalement par rapport à notre vie, qui est une superbe et remarquable construction. Mais en quoi annonce-t-elle, sont-elles, présente-t-il les prolégomènes d'une révolution du XXIe siècle? Voilà. Pardonnez-moi, hein, de... Non, mais on a envie de dire que facilement que l'histoire tranchera, mais bon, ça nous avancera pas beaucoup. Alors déjà, sur le... je vous remercie pour la remarque. Déjà sur la question de la façon dont les choses se relient. Encore une fois, je constate, j'observe. Et on m'invite d'ailleurs à l'observer, que depuis 3 ans, au moins, un tissu se met en place. Ce sont les villages Alternatiba, ce sont à l'automne dernier, chose qui n'a pas été forcément remarquée, il y a eu aussi d'autres événements tragiques pour couvrir ça, mais c'était l'éclosion de festivals des communs, un peu partout, du nord au sud, d'est en ouest de la France. Donc c'est quelque chose d'important. J'ai dit également qu'en Grèce, en Turquie, en Espagne, on assiste à une véritable éclosion d'initiatives de ce genre et de recherche pratique, de forme tâtonnante, je dirais une forme expérimentale, avec des tas de questions que les gens se posent dans la pratique. Encore une fois, ça fera peut-être flop. On a dans le passé assisté par exemple à un moment autogestionnaire qui a totalement disparu. Il y a un certain nombre d'années, très rapidement d'ailleurs, des bouquins, des expériences, des livres, des écrits, à un moment donné, toutes les forces de gauche, jusqu'au Parti communiste, quand même un peu, se réclament de l'autogestion. Et puis, en quelques années, les choses s'évaporent. Donc, on peut tout à fait imaginer que cette belle construction dont on parle ne tiendra pas longtemps. On peut le penser. Je crois qu'il faut le penser, penser que c'est une possibilité, qu'à un moment donné, il y a eu un rêve, on s'est imaginé, et peut-être que plus tard, Dargaud et Laval seront risés. Toujours, vous voyez, quand on rêvait à certains moments, on a pu penser qu'en dépit du rapport de force terrible, etc., il y a quand même des gens qui pensaient qu'une révolution au XXIe siècle était possible, et donc on sera caricaturé, etc. Et sans doute surtout oublié. Bon, mais
encore aller toujours plus loin et descendre toujours plus bas. Donc on peut tout à fait se dire que nous avons tous les éléments contre nous, mais il faut quand même prendre au sérieux tous les gens qui, eux, ne le pensent pas et qui agissent aujourd'hui de telle sorte à ce que le renversement du monde soit possible. Je prends cette expression de Saint-Simon et de Marx, renversement du monde. Le renversement du monde est possible. Et je pense qu'au niveau éthique, c'est le devoir d'intellectuel, pas progressiste, mais de gauche, que de prendre appui sur ces expériences microscopiques et d'en dégager un principe politique général qui pourra servir de principe, éventuellement, de principe de référence. C'est-à-dire que ce que nous attendons d'un tel livre, c'est pas seulement qu'il soit un livre descriptif exact, mais qu'il puisse faire l'objet d'un usage politique, en d'autres termes, qu'il ait une certaine puissance performative malgré ses 600 et quelques pages. Puissance performative d'un livre. C'est-à-dire, en réalité, il y a un pari à faire quand on écrit un livre, un pari à faire que le bouquin puisse n'intéresser personne et disparaître très vite, ou qu'il puisse faire l'objet d'un usage. Ce que je peux vous dire, pour ce qui est de l'année qui s'est écoulée, l'année et demie qui s'est écoulée depuis sa parution, c'est qu'on sent déjà un certain nombre d'effets de lecture sur des pratiques. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens en France s'emparent de ces références, de ces éléments de savoir, s'en emparent, ils y réfléchissent, ils en discutent, jusqu'au fond des cabanes de Notre-Dame-des-Landes. Et un peu partout dans les campagnes les plus reculées. Donc, le pari que l'on peut faire, c'est que ces écrits, cet écrit, mais beaucoup d'autres encore, puissent faire tache d'huile. Et en France, comme à l'étranger, le succès de ce bouquin en Espagne ou en Italie témoigne en fait d'une attente de lecteurs en mal de connaissances. C'est-à-dire que, pour vous donner, je ne vais pas être trop long, mais quand on fait un bouquin, il y a toujours quand même des choses un peu surprenantes. Quand nous avons écrit ce bouquin, nous l'avons fait, en fait, au sein d'un séminaire du Collège international de la philosophie, et nous l'avons fait en commun avec des amis italiens, et en particulier avec Tony Negri, qui était très en avance sur la question du commun. Et nous n'étions pas du tout d'accord avec nous n'étions pas tout à fait d'accord, en tout cas, avec ces interprétations, mais justement, ça a été dans la discussion extrêmement fructueux. Mais nous nous sommes vus dans un premier temps comme des importateurs, en France, de discussions théoriques et de concepts américains, italiens, latino-américains, espagnols, etc. Donc, on s'est conçus, Pierre et moi, comme des gens qui devions faire connaître en France parce que nous estimions qu'il y avait un retard profond sur la discussion internationale autour de ça. Et au fond, l'effet du bouquin a des effets assez surprenants pour nous, c'est qu'il a peut-être un peu agi comme ça pour la France, mais que ce qui s'est passé à l'étranger avec ce livre, quand il a été traduit, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il a été vu plutôt comme une sorte de synthèse qui n'existait pas de ces discussions. Et il provoque à nouveau, enfin, il relance en quelque sorte la discussion internationale avec des gens qui sont pour, qui sont contre, qui nous critiquent, etc., etc. Donc, un livre agit. Voilà. Et il s'inscrit dans des pratiques. Alors, il agit beaucoup, il agit très peu, il y a la marge, il est oublié, etc. Mais bon, voilà, c'est le type d'effet qu'on peut attendre. Quant à la Révolution, je terminerai sur la Révolution, alors là je terminerai vraiment sur la Révolution. La Révolution au XXIe siècle, ça veut dire une chose très précise. C'est que la Révolution est un mot qui nous a été confisqué par les forces néolibérales qui s'en sont emparées parce
parce que la révolution, c'était eux, la révolution, c'était le néolibéralisme, et qu'ils entendent mener une révolution permanente. Et je dirais une révolution jusqu'au bout. La révolution néolibérale est une révolution radicale. Je veux dire qu'il faut être extrêmement clair, ne pas du tout penser que ça va s'arrêter. Une révolution profonde, radicale, qui ira jusqu'à la racine subjective de ce que nous sommes. Bon. C'est-à-dire que c'est tout ce mouvement utilitariste que j'ai analysé, etc., qui est mis en œuvre systématiquement pour nous transformer. Donc, face à cette révolution-là, il s'agit pour nous d'opposer pas seulement un rempart, une digue, une défense, mais une contre-offensive. Excuse du terme militaire, contre-offensive en termes de révolution. Ça, c'est un point important dans notre imaginaire. Reconquérir l'idée même de révolution. La reprendre. Les révolutions, ça peut s'entendre évidemment dans des sens très différents. Et dans le bouquin, dans le grand cas des énoncés très simples de Merleau-Ponty et de Castoriadis sur ce qu'on doit entendre comme un révolution. C'est-à-dire réinstitution de la société, révision des institutions centrales de la société. Et quand on parle ainsi, on peut établir le rapport, ce qu'on essaie de faire, entre la réinstitution de la société, c'est-à-dire la révision de ces institutions centrales, et les micro-expérimentations. C'est-à-dire les institutions de base, les institutions élémentaires, qui sont à la fois des laboratoires, des expérimentations au sens propre du terme, et qui sont en même temps des lieux de formation, des lieux de transformation, de subjectivation nouvelle. C'est que la question, c'est avec qui va-t-on faire la révolution? Avec quel type d'individu? Pour moi, c'est la question. La révolution, elles ne sont pas faites par des vieux, elles sont faites par des jeunes. Elles sont faites par des jeunes qui ont des expériences, qui sont formés dans un certain nombre de lieux et par certaines pratiques. Et donc la question des lieux de formation des jeunes qui seront capables de faire autre chose que ce qu'on leur impose est une question fondamentale. Et donc la question des pratiques nouvelles, expérimentales et formatrices est pour moi une question décisive. Avec qui pourra-t-on faire, qui fera un autre monde? Voilà. La bourgeoisie, elle sait très bien où les former et comment les former. Elle a ses écoles. Ses écoles de management. Elle a ses écoles de management, ses écoles de pouvoir. Donc la question, c'est une question de se poser du XIXe siècle. Où sont nos écoles? Qui sont nos lieux de formation? Caisse de secours mutuel, syndicats, instituts techniques, etc. Ils ont imaginé plein de choses. Justement, parce qu'ils avaient un peu conscience que c'était pas l'homme nouveau qui allait émerger tout de suite, c'était dans des pratiques de solidarité très concrètes qu'on allait forger des gens qui pouvaient faire autre chose. Je crois que le problème se pose aujourd'hui de façon sans doute plus tragique du fait des rapports de force que vous évoquez. Enfin, voilà un petit peu comment je rêve à venir. On va continuer une conversation autour d'un petit pot qui est derrière moi. Juste deux petites phrases avant. Il y a un petit fascicule qui a été fait pour la section. Si vous pouvez nous aider, il coûte 1 €. C'est pas grand chose et ça nous permet de financer d'autres choses. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui, donc Daniel, qui récupèrent les sous, sinon aussi pour ceux qui sont déjà adhérents et qui veulent renouveler leur carte, Yannick récupère les cotisations. Merci.